À la gare de Nérivu, un panneau annonce 4h15 de marche jusqu'au sommet du Molaison. En 1980, lors de la toute première édition officielle, Michel Marchon lui met 1h04. Aujourd'hui, le record du parcours est à 55 minutes et 41 secondes. Bienvenue dans Au-delà du mur. Aujourd'hui, j'ai autour de ma table deux voix de la course Nérivu-Molaison. Patrice Pernet, natif de Nérivu, professeur de sport à la retraite, et surtout l'homme qui a présidé cette course pendant 26 ans. Et Jérôme, président actuel du comité, arrivé de France en Suisse il y a quelques années, un reconverti du sprint au trail est clairement tombé dans quelque chose dont il ne ressortira pas de sitôt. Dans cet épisode, on remonte à 1979 quand un groupe de bénévoles du FSG Nérivu décide de lancer une course de montagne, à une époque où courir en montagne était encore une excentricité. On parle des années Super Sim, de la radio colombienne venue commenter l'arrivée en direct, d'une équipe d'Écosse logée chez Patrice avec 10 personnes sur des matelas au sol. On parle aussi des records, des élites, des bénévoles qui font tenir la machine. Et on se projette vers la 50e édition en 2029. La prochaine édition de Nérivu-Molaison aura lieu le dimanche 21 juin 2026. Je vous souhaite une très belle écoute avec Patrice et Jérôme. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. On va reprendre un peu le fil de notre histoire. Je vous remercie beaucoup d'être présent aujourd'hui. Et puis, je vous propose peut-être déjà un premier round d'histoire de s'échauffer, que vous nous disiez déjà qui vous êtes un peu et d'où vous venez. Alors, Patrice Pernet, je viens de Nérivu même. J'étais prof de sport. Maintenant, je suis à la retraite. Pour la course, j'ai été, à part les 2 premières années, tout le temps du comité. Même si les 2 premières années, j'ai travaillé quand même, mais je n'étais pas du comité. Et après, j'ai été pendant 26 ans président de la course. Donc, j'ai fait un peu tout. Puis surtout qu'au début, on était un peu tout seul, il n'y avait pas tout un comité autour. Il y avait joliment une personne. Ouais, bon, après, tu peux ajouter plein de casquettes, mais finalement, c'est la même personne qui fait tout, donc ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Voilà. Ah, je suis impressionné. Je ne pensais pas que j'avais un ancien président également autour de ma table. Merci, bienvenue. Alors moi du coup, Jérôme Rett, moi je suis pas de Nérivu, pas de la vallée, je suis d'origine française, j'ai atterri en Suisse en 2017 pour le travail et puis donc je me suis remis à la course à pied parce que j'ai un passé de coureur à pied mais un peu plus explosif sur du sprint. J'ai pratiqué beaucoup la course à pied, puis j'ai fait une petite pause et puis le trail m'a rattrapé ces dernières années. Je suis tombé amoureux. Je crois que l'environnement nous aide un petit peu à tomber amoureux de ce genre de sport. Puis depuis, j'arrête plus. Ma femme devient folle, justement parce que je fais que courir, mais elle est d'un très grand soutien. Ça aussi, je dois le dire. Retour aux origines. 1979, donc, essai un peu officieux. C'était quoi l'idée de base quand vous avez décidé de créer cette course, Patrice ? Alors, ça a été créé par les personnes qui étaient à la tête de la société. À ce moment-là, maintenant, on est un club sportif. Avant, on était SFG, après, c'est passé FSG, donc c'était Société Gymnastique. Mais dans les années 70, on avait beaucoup de coureurs, surtout dans les jeunes et tout. Et on organisait un cross-country alternativement avec Bro et Nérivu. Et puis, cross, pour finir, ça ne tirait plus, il n'y avait plus de monde. Chercher à faire autre chose, aussi pour organiser quelque chose, et puis pour que ça rapporte un petit peu, disons, on a besoin quand même de l'argent. Et puis, les années 70, c'est le début de Sierzinal. Donc, les gens qui étaient là, ils se sont dit, ah oui, et puis ils entendaient parler, peut-être à Bulle, il y a peut-être quelqu'un qui ferait une course jusqu'à Molaison. Nous, on est tout près, ça serait le truc qu'on peut faire. Alors, c'est parti comme ça, ils ont décidé
de se lancer. Ça représentait quoi une course de montagne à l'époque? C'était un peu excentrique ou il y avait justement, comme tu disais, cette tendance, cette vague cerzinale, mais ça reste quand même Néréville-Molaison, l'Intiamont, des gens dans la vallée qui organisent une course. Bon, c'était de ceux qui couraient déjà, mais course de montagne, il n'y avait pas beaucoup. Hein. Cerzinal a quoi, 5-6 ans de plus que nous avant, donc ça faisait pas énormément de temps que ça existait. Et puis, il fallait se lancer, savoir par où il fallait passer, comment on peut faire, des ravitaillements ou autres. C'était pas tout à fait l'évidence, quoi. Effectivement. Le panneau à la gare Néréville, il annonce 4h15 de marche jusqu'au sommet. Et Michel Marchand, en 1980, y met 1h04. Comment est-ce qu'on accueille ce genre de performance dans le village de Néréville? C'est tous des dahus, comme on dit par chez nous, ou finalement c'est une performance un peu banale? Non, disons, ces gens qui étaient là, ceux qui faisaient de la course, qui allaient, ils voyaient à peu près le temps que ça allait faire, mais pour les autres, s'ils allaient en montagne, ils allaient gentiment avec le sac au dos, tranquille. Donc faire 1 heure, 4 heures de moins, ceux qui étaient montés, ils étaient en train de se dire, ouais, c'est bizarre. Toi qui étais là justement au début où finalement il y a 2-3 discussions et puis j'imagine c'est pas spécialement formel, donc le soir à l'occasion d'un repas vous vous dites tiens on pourrait lancer quelque chose, 3-4 mois après vous organisez une course. C'était comment d'organiser une course dans les années 70, fin des années 70, début des années 80? Il fallait tout improviser, essayer de trouver quelque chose, voir le terrain où on passe. Les routes n'étaient pas faites, même où on passe maintenant derrière Lévis. C'était des petits sentiers, c'était boueux, en veux et en voilà. Donc il fallait faire en sorte que les gens ne perdent pas leurs souliers. Et puis après, où on allait passer, comment ça allait être fait. Au sommet, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire revenir les gens. Prendre contact avec la station, leur expliquer aussi ce qu'ils devaient faire, ce qu'on attendait d'eux et tout. En partie, je peux vraiment le dire, c'est qu'on a tout a été très bien accueillis, donc tout le temps ouvert. En haut, c'est pour ça qu'on a fait une course dans le vide, disons à blanc au début, en annonçant la course seulement à ceux de la région. La Gruyère, donc ça faisait quand même une centaine, je ne sais plus, entre 100 et 200 coureurs. Mais c'était que la région pour voir comment ça allait se passer. Pas faire venir des gens je ne sais pas où et puis on les perd dans la nature ou je ne sais pas quoi. C'était quoi les grandes considérations? Alors forcément il y a tout ce qui est foncier, donc traverser les propriétés, ça j'imagine c'est des choses qui sont évidentes. Est-ce que lors de l'organisation de cette édition 0, vous avez pris conscience ou connaissance de choses que vous aviez totalement éludées lors de la préparation? Oui, je pense le temps pour faire ce parcours, quoi. Il fallait organiser le parcours, savoir où passer. Il y avait une place où c'était là où pas possible, pour un jour de travail à pêler, à piocher ou autre. Après, comment on fait pour arriver au sommet et tout. C'est un peu ça, quoi. Il fallait mettre, il y avait 1 ou 2 ravitaillements. Ce qui était beaucoup plus simple, par contre, c'était tout l'administratif. On n'a pas besoin d'écrire 50 pages pour expliquer où on va passer sur des routes qui existent. Il faut juste demander à ceux qui sont avec leur bête à la montagne s'ils sont d'accord qu'on passe. Ça, c'était plus simple. Et puis, alors tu parles de la partie administrative, mais est-ce qu'il y avait déjà quand même cet aspect formel où les gens ils voulaient avoir un numéro, ils voulaient avoir un classement, ils voulaient savoir qui était devant qui? Oh, je crois que ça a tout le temps été comme ça. Hein. Celui qui part avec un dossard, il va savoir son temps. Hein. Par exemple, une année, il y a eu un problème de chronométrage où le chronométrage est parti 1 minute trop tard ou 2 minutes trop tard. Bon, les temps ont été juste après, mais les sauts, alors quand les gens ils arrivaient et qu'ils avaient 2 minutes de plus au sommet, donc on voit qu'ici, il faut vraiment, d'entrée, ça demande d'avoir un classement juste et puis un chronométrage juste aussi. Même si une course comme ça, le chronométrage, sont toutes, pas toutes pistes. Hein. Qui plus est encore maintenant, où chacun a un petit traceur au poignet, donc autant 20, allez, peut-être 20, jusqu'à 20 secondes, on ne va pas se rendre compte de la différence, mais à 2 minutes près, c'est un record potentiel. Alors pour un Rémi Bonnet, peut-être que 2 minutes, c'est déjà monstrueux, mais pour un coureur ou une coureuse du dimanche comme moi, 2 minutes, ça représente quand même potentiellement un record.
Oui, oui, tout à fait. À présent, le record, quand on court en pleine nature, est-ce qu'il peut vraiment avoir un record? Un jour, il va pleuvoir, le lendemain, il sera sec, le terrain va brasser, ou bien ça va être facile à courir. Donc, le record est tout un peu aléatoire. On n'est pas sur une piste synthétique où c'est vraiment précis, puis on essaie de faire des belles foulées. On a effectivement les aléas de la météo qui peuvent complexifier le chrono le jour de la course, ce qui la rend de plus belle. Jérôme, on en vient à toi. Quand tu entends un peu le côté historique raconté par Patrice et que tu te projettes justement sur l'édition que nous sommes en train d'organiser pour cette année 2026, cette 47e édition, qu'est-ce qui te frappe le plus? Déjà, je remercie Patrice justement d'avoir expliqué tout ça parce que c'est bien parce que vous avez préparé le parcours. Il n'y a plus ça à faire pour nous parce que maintenant, nous, on s'occupe d'administratif. Et on a pas mal de choses à faire. Et maintenant, le gros du travail passe justement à remplir des papiers, à demander des autorisations, à passer des contrats avec des organismes qui mettent des installations sono, des écrans, à passer des contrats avec des sponsors. Si on avait encore effectivement à trouver un parcours, ça serait beaucoup, beaucoup plus lourd. Donc merci Patrice. Et tes équipes de l'époque. Parce que le parcours, il est magnifique. Et nous, on a juste les choses un peu plus lourdes administrativement à gérer. Au niveau de l'historique des personnes qui ont créé cette course, Patrice, qui c'est qui est encore, entre guillemets, dans le comité ou qui participe peut-être encore à la course? Qui était tout au début, Oui. il était même avant moi, quoi. J'ai un de mes oncles qui est encore dans le cadre du comité. Bon, il a 5-6 ans de plus que moi, mais c'est quand même un de mes oncles, Pierrot, qui est encore ici, il a tout le temps été, donc il s'occupe du ravitaillement maintenant au sommet. Hein. Ça, je pense, c'est ce qui a le plus de participation avant moi. C'est Pierre Augeneau. Pierre Augeneau, oui. Donc tu as eu l'occasion, la chance d'avoir pu vivre les débuts. Tu es là encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui te frappe, toi, justement, maintenant, dans le cadre de l'organisation de la course? Alors, tu n'es plus forcément un membre actif du comité, mais j'imagine que vu de l'extérieur, tu as quand même pu voir la course évoluer. Donc, qu'est-ce qui te frappe, toi, le plus maintenant? Disons que maintenant, on doit mettre quand même... les gens arrivent, ils demandent quand même une certaine... confort, un certain confort. Il faut plus de toilettes. Bon, c'est plus de monde. Rien que ça, plus de toilettes. En haut, il faut que on puisse changer assez vite. On a dû changer il y a quelques années. On avait tous les habits au sommet. On ne peut plus les mettre. Il y a trop de monde. Ça fait perdre trop de temps. Ça va très bien d'avoir en bas à Plan Français. Donc, c'est toutes des choses qu'on doit aussi changer. Le retour. Avant, on avait des petits bus 12 places que les entreprises nous prêtent. Maintenant, avec des bus 12 places, on s'amuserait beaucoup. D'autant plus que les entreprises ne vont plus les prêter parce que les assurances ne vont pas couvrir. Donc, on doit prendre des grands bus et ainsi de suite. Ça, c'est ce qui change beaucoup, quoi. Puis tout ce qui est l'informatique qui aide aussi énormément ces dernières années, quoi. Ça aide quand même. Faut laisser. On va passer aux années Super Sim. En 1988, la course Néréville-Molaison, elle est sélectionnée comme Super Sim de la Coupe internationale de la montagne. Qu'est-ce que ça a changé en termes de dimension pour la course et le village? Alors, les Sims, c'était à ce moment-là, je l'ai déjà dit au début, c'était un championnat d'Europe. C'est le meilleur. Ça ne faisait pas sur un jour, ça faisait sur des courses qui avaient lieu dans toute l'Europe. Et puis, il y avait des différents degrés de course qu'ils appelaient la couleur, je ne sais plus, bleu, rouge, brun, ainsi de suite. Et puis, suivant où on était, la course rapportait tant de points. Celui qui gagnait, ou bien ça allait jusqu'au 10e ou au 20e. Et puis, il y avait quelques courses, 5 ou 6 courses par année qui étaient Super Sim. Et là, les points étaient doubles ou triplés par rapport aux autres. Et ça rapportait beaucoup plus. Et ça nous permettait de nous faire connaître, dès qu'on a été choisi pour être Super Sim, c'est l'organisateur qui choisissait, c'est pas nous qu'on pouvait postuler ou autre. Ça nous a fait connaître dans toute l'Europe aussi, beaucoup plus. Et aussi, les meilleurs ont commencé à venir. Et puis, on a augmenté le nombre de coureurs, passé de 200 à 400 à peu près. Et ça a surtout été ces Sims. On est arrivé au même moment où il y avait quelque chose qui s'appelait le Grand Prix de la montagne, où il y avait des courses au niveau
de la Romandie qui était là. Et ça aussi, il y a eu un énorme engouement ici et on a aussi bénéficié de cette chose-là pour augmenter. On est passé de 200 à 400, voire 500 coureurs. Donc directement, là. Qu'est-ce qu'il est advenu de, justement, alors cette Coupe de la Montagne et ces Super Sim, c'est tombé en désuétude? Super Sim, je ne sais pas comment ça s'est arrêté, les courses sim. Bon, à présent, ils ont mis un championnat d'Europe sur un jour, donc il n'y avait plus besoin d'avoir ça. Et le Grand Prix de la Montagne, c'est un de sa belle mort. Petit fait historique, on trouve justement aussi en 1985 une fameuse anecdote avec Eric Hamann, champion d'Europe autrichien de l'époque, qui perd sa chaussure à 2 km de l'arrivée. Donc à l'époque, le parcours n'était pas le même que maintenant, comme tu le disais avant. Il continue pieds nus et il bat le record. Qu'est-ce qui te revient ou qu'est-ce qui te reste de ce genre de souvenir si tu l'as vécu, ou alors qu'est-ce qu'on t'a raconté de cette anecdote? Alors, bon, sur le fait de voir arriver, c'était déjà assez impressionnant, mais surtout, c'était en se disant, tiens, il a perdu un soulier, il a fait 2 km sans soulier, bon, on finissait pas au sommet, donc il y avait un peu moins de gros cailloux, mais ça voulait dire qu'en prenant des gens qui venaient d'ailleurs, il y avait un niveau qui était très très haut, quoi. C'est ça surtout qui impressionnait. Et typiquement, ces fameuses courses ont disparu. On arrive quand même à avoir des coureurs alors, francophones suisses. On en reviendra plus tard à l'illustre vainqueur de la course suisse. Mais on arrive quand même à avoir un plateau français et belge relativement relevé chaque année. Et puis, malgré tout, sans ces fameux super sims. Donc, pour toi, qu'est-ce qui fait que les personnes continuent quand même à venir? Il y a aussi le fait on s'est fait connaître là. Au début, on était la semaine après Sierzinal, donc ça veut dire qu'on a pu bénéficier des coureurs qui étaient invités à Sierzinal. Puis vu qu'ils allaient jusqu'à Sierzinal, ils tournaient en Suisse pour faire des courses. Donc chez nous, ils pouvaient venir et retourner à Sierzinal. On n'avait pas les moyens de les héberger ou autre. Hein. Là, on était à ce moment-là assez de problèmes. Donc avec ça, il y a plusieurs qui sont venus. Puis après, on a gardé les contacts avec ceux qui étaient responsables des coureurs invités. Là, on contactait chaque année, on allait, on offrait aussi quelque chose. Après, on a pu offrir un peu plus, soit des primes de départ, soit aussi l'hôtel ou autre. Donc les gens savent aussi qu'ici, il y a une course qui est bien organisée, ça va bien. Les gens, ils savent aussi connaître celui qui a gagné l'année d'avant, qui est bien classé au niveau européen, ils causent avec les autres, là on est bien, ça va bien. Et c'est comme ça que ça a pu tourner, quoi. Et puis on avait aussi choisi de partir dans cette zone-là avec des coureurs importants, parce qu'on a tout simplement une limite au sommet. On ne peut pas partir sur une course à 100 000 personnes qui vont venir courir. Le sommet, on ne va pas pouvoir l'agrandir. Donc, si on veut aussi aller chercher un peu les sponsors ou autres, il faut leur proposer quelque chose. En proposant des noms aussi, c'est aussi un petit peu plus facile. C'est un excellent point que tu soulèves là, parce que j'avais absolument pas perçu cette dimension. Peut-être que toi, tu l'avais en intégrant le comité, mais j'ai absolument pas perçu cette dimension importante en disant, si tu fais venir les meilleurs coureurs, tu arrives aussi à faire venir les meilleurs sponsors, parce qu'ils veulent aussi adosser leur nom à des Rémi Bonnet, à des Maud Matisse, etc. Donc, bientôt Kylian Jornet. On espère. On revient à toi, Jérôme. Aujourd'hui, la course, elle affiche une cote ITRA de 970 sur la performance de Rémi Bonnet en 2023, l'année du record. Comment est-ce qu'on positionne Néréville-Molaison dans l'écosystème de la course de montagne internationale, d'après toi? Alors oui, effectivement, la course, elle affiche une cote de 970 ITRA. Donc déjà 970, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est vrai que c'est une performance qui a été qualifiée de stratosphérique dans les médias. Elle a été réalisée par Rémi Bonnet en 2023. Et des gens parlent même, je ne sais pas si on peut parler avec ce terme-là, mais d'un espèce de record du monde de cette performance ITRA. Donc c'est une performance hors du commun qui rappelle que aussi les coureurs régionaux, parce que Rémi Bonnet en fait partie, permettent aussi de faire monter aussi en gamme cette course, effectivement, parce qu'on a Rémi qui est là, qui est là depuis quelques années, qui a gagné à chaque fois qu'il est venu, il me semble. Enfin, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais
qui a gagné soit toutes les courses, soit presque toutes les courses. Mais il n'y a pas que lui, il y en a aussi d'autres qui sont présents et qui sont aussi très impressionnants, qui sont aussi classés dans les tout meilleurs trailers ces années. Aussi en ski de randonnée, c'est une vallée ou c'est une région qui accueille, qui fait grandir des bonnes pousses, Les champions. des champions. Et puis, comment on l'a positionné dans l'écosystème de la course montagne internationale? Elle attire des coureurs aussi parce qu'elle est en début de saison, et pas n'importe quel coureur, parce qu'elle peut être un très très bon entraînement pour des courses comme Sierzinal par exemple. Pour moi, c'est Néréville-Molaison, c'est le Sierre Chandolin de Sierzinal, quoi. C'est vrai. Et puis, le positionnement en termes de date, il est aussi assez favorable en termes de calendrier championnat d'Europe, parce que les championnats d'Europe ont très souvent lieu au printemps. Alors cette année, il y a 2 semaines d'écart et l'agenda est peut-être pas, je dirais, plus favorable en faveur de Néréville-Molaison, parce que les championnats d'Europe ont lieu 2 semaines avant Néréville-Molaison. Donc ce qu'il faut espérer, c'est qu'il reste encore du jus au niveau des champions d'Europe pour venir encore bagarrer à Néréville-Molaison. On espère. La course a souvent été prise comme course, en tout cas 2-3 fois, comme course de qualification pour des championnats du monde ou championnats d'Europe pour l'équipe suisse. Jérôme, le trail, il est tendance, les formats multidistance et ultra se multiplient. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que tu es aussi un adepte de ultra. Néréville-Molaison, ça reste une course de montagne pure, 10,6 km, un seul départ. C'est quoi cet ADN que le comité il souhaite protéger? Oui, donc Néréville-Molaison, 10,6 km, 1300 mètres de dénivelé positif, 1290 pardon, parce que les 10 derniers mètres, on est content de ne pas les avoir. C'est une course incontournable de la région, quand même. Cette année, c'est la 47e édition, donc 46e. C'est quand même un format qui a fait ses preuves, qu'on retrouve aussi un petit peu dans d'autres régions, hein, très, très, très pentu, pas très technique, mais roulant. Et c'est un format qui fonctionne, et c'est un format qui plaît. Et c'est aussi un format qu'on retrouve aussi sur les championnats du monde de trail, la distance uphill, dont, encore une fois, on parlera de Rémi Bonnet qui a gagné l'année dernière à Canfranc, je crois. Et justement, il a gagné le format 6 km et un peu moins de 1000 de dénivelé. C'est une course qui fait une seule chose, une montée, une course, une distance courte, mais elle le fait bien. Patrice, si tu devais nommer la chose qui n'a jamais changé en 46 éditions, ça serait quoi? Alors, j'en mettrais 2. Premièrement, c'est l'envie d'organiser une course pour les coureurs. Et deuxièmement, la chose qui a très peu changé, c'est les collaborateurs, car il y en a de ceux qui sont là, et presque la moitié, qui sont presque depuis le début. Donc, c'est surtout ces 2 choses-là qui ont très peu changé. Ce qui est assez admirable, effectivement, de pouvoir compter sur l'histoire de ces personnes qui ont fait cette course et qui continuent de la faire vivre et puis de la faire vibrer. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Une course de 10,6 km et 1290 mètres de dénivelé, ça paraît court, mais le gradient, il est assez violent. Je le sais, j'ai pris part à la course à plusieurs reprises et j'ai jamais vraiment été préparé parce que je me disais que ça allait passer. C'est passé, mais c'était quand même dur. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer à un coureur amateur qui hésite si cette course elle est pour lui? Peut-être, Jérôme, tu l'as faite l'année dernière. Oui, je l'ai faite l'année dernière, effectivement, et l'année passée. Donc moi, comment je l'ai vécu et comment je l'explique quand j'en parle à des proches ou des collègues qui veulent faire la course. Je l'explique comme une course qui est effectivement courte par sa distance, mais ça c'est que sur le papier, parce que si on vient additionner le dénivelé à la distance, on pourrait comparer ça à un semi-marathon en termes de durée, mais en termes d'effort, je trouve que c'est quand même assez violent. Mais le gros avantage, c'est que sur une course comme ce format-là, eh bien, le lendemain, on n'a pas de courbature parce qu'on n'a déjà pas été très rapide. Parce que je pense qu'il y a 1 ou 2% qui courent à la fin. Tous les autres finissent en marchant ou à 4 pattes, parce que le dernier bout, il monte à 30 ou 35%.
Donc voilà, c'est ça que je dis en général aux coureurs. Moi, j'ai justement des connaissances qui se sont embarquées dans le challenge de cette année, y compris ma femme qui représente la famille cette année. Donc, je les encourage, je leur dis préparez-vous, mais par contre, vous regretterez rien une fois que vous serez arrivé en haut parce que c'est une ambiance presque comme les toutes grandes courses, hein, où on retrouve un peu le même bloc de gruyériens que sur Sierzinal, avec leur fanfare et puis leur super sono. Et puis c'est un cadre magnifique, c'est une arrivée qui est extraordinaire, je trouve vraiment là. Elle n'a rien à envier aux plus grandes courses de la région et du pays, quoi. Et je rejoins effectivement ce que tu dis, ce public massé sur le parcours, dans le secteur également de la Combe, le pire secteur de la course où finalement on croit qu'on n'y arrivera jamais, et Rémi Bonnet arrive à courir quand même, à 1000 mètres heure je crois, donc c'est juste un truc de dingue. Mais c'est vrai que cette ambiance, elle est vraiment particulière. Selon toi, Patrice, qu'est-ce qui fait que le public il répond également aussi au rendez-vous chaque année? Alors, on vient de discuter, je crois que c'est mieux expliqué par quelqu'un qui vient d'ailleurs que par un gruyérien. C'est que le cadre, il est quand même fantastique. La montagne est vraiment connue. Les gens arrivent, ça, ils peuvent venir à pied, marcher. Maintenant, il y a le Magic Pass. Beaucoup peuvent en profiter aussi pour venir au sommet, où c'est offert dans leur truc. Donc, il y a plus d'ambiance. Il y a aussi les connaissances qui viennent encourager, peuvent redescendre après. Mais c'est surtout ça, quoi. Jérôme, comment est-ce qu'on construit un plateau élite pour une course comme Nérivieux-Molaison? C'est quoi les critères? Est-ce que c'est la performance pure, l'image, l'attachement de la région? Eh bien, je dirais que sur cette course, le plateau élite, même sur les toutes premières éditions, il s'est construit assez facilement. Parce que comme je disais tout à l'heure, les gens de la région sont tous... moi, j'ai travaillé dans la région. Et puis, j'ai très souvent été le moins bon de tous. Parce que les gens sont tous des sportifs presque de haut niveau, ou avec un très bon niveau. Donc, je pense que même depuis le début, le plateau qui se considérait peut-être pas comme élite, était sûrement un plateau élite par rapport à d'autres régions. Et le plateau, il n'avait pas besoin de se construire, il était déjà construit avec les gens de la région. Et puis, quand on a un plateau qui est déjà si relevé avec les gens régionaux, je pense que ça attire aussi les coureurs des autres régions, des autres pays, parce qu'ils veulent se mesurer et puis essayer de venir vaincre justement les rois de la montagne et ceux qui connaissent le moindre caillou, la moindre racine, quoi. Là, je reviens justement vers toi, Patrice. Tu disais, avant, tu racontais au départ que vous aviez déjà une politique peut-être d'aller chercher les élites, de leur offrir l'hébergement avec les moyens de l'époque. Maintenant, avec le recul, j'ai réalisé un certain nombre d'interviews d'organisateurs de courses et vous étiez quand même, j'ai l'impression, des précurseurs à l'époque déjà en termes de coureurs invités, non? Oui, justement avec cette chance d'être après Sierzinal, où les gens étaient là, on est tombé dessus, on a dit il faut qu'on continue comme ça, il faut qu'on essaye de garder ces gens-là, prendre contact. Par exemple, on a bien eu l'équipe d'Écosse qui est venue 2 fois à 10 personnes, parce qu'il y en a 1 ou 2 qui sont venus, ils ne sont plus, et puis ça s'est dit. Ils se sont dit, tiens, c'est une course qui va bien. Cette année-là, ça correspondait à ce qui se faisait pour les championnats du monde, par exemple, c'était seulement monté, donc c'était l'idéal pour eux. Alors, c'est pour ça qu'on voulait se lancer absolument à avoir des bons, sans oublier les populaires, bien sûr, parce que si on ne les a pas, ça vaut pas la peine de faire. C'est extrêmement important ce que tu relèves là, parce que quand on parle de coureurs élites, et ça rejoint aussi ce que tu disais, Jérôme, coureurs élites, coureurs invités, alors il n'y a pas que des personnes de carrure et d'envergure internationale, il y a également des coureurs qui brillent au niveau régional, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement aussi important au niveau de l'organisation de la course, c'est qu'on ne cherche pas non plus à avoir une vitrine de coureurs internationaux, mais on cherche aussi à mettre en avant les gens qui savent courir chez nous. Voilà. On a beaucoup parlé... je dirais un peu en filigrane de Rémi Bonnet, justement, de ses fameux records. Alors, le dernier date de 2023. On a un peu moins parlé du record féminin tenu également par une Suissesse, Maud Matisse, multiple vainqueur également de Sierzinal, donc carrière internationale qui se rend régulièrement. Elle était là l'année dernière et j'espère réussir à la faire venir également cette année à Nérivieux-Molaison. Ça rend quand même
une belle copie, en tout cas une belle image de la course où les meilleurs du monde viennent à Néréville-Molaison. Oui, tout à fait. Je pense que... Et ça aussi, c'est aussi l'important. C'est pour ça qu'on était descendu. Au début, on était à Pressières-Zinal avec 20 km. En se rendant compte, soit pour les populaires qui venaient chez nous, qui avaient fait Sierzinal, se farcir une semaine après 20 km, ça faisait un peu beaucoup. Pour les coureurs importants au haut du plateau, 20 km, ils s'usaient quand même, tandis que 10 km, ça leur permettait de faire une course et de nouveau la semaine d'après, voire même 2 courses le week-end. C'était gros avantage là. Si je te demande s'il y a une grosse frayeur ou un risque de couac, ou peut-être un couac que les gens ont vu ou pas, dans toute l'histoire de la course, est-ce que tu arrives à me ressortir une ou deux anecdotes? Alors, la première, c'est une qu'on a pu facilement remédier, disons, enfin facilement, qu'on a pu remédier, parce que le matin, alors cette année-là, on avait fait, au lieu de faire la course dimanche matin, on faisait la course le samedi, départ à 16h. Et le samedi matin, quand les gens sont partis sur le parcours pour ouvrir, on s'est rendu compte que la vallée de Lévis, qui n'est pas facile, tout était en bas, on ne passait pas. C'était bouché. On avait eu de la chance, c'est que 2-3 ans avant, on avait organisé les championnats suisses de la montagne. Et à ce moment-là, ils nous demandaient justement un parcours de rechange si ça n'allait pas. Alors vu que ça nous arrivait ça le samedi matin, courir samedi après-midi, on a pu se remettre là-dessus en changeant les ravitaillements, tout. Et la course restait du côté de Nérévu, on ne passait pas sur le Molaison. C'est-à-dire qu'on faisait une boucle autour du village, on redescendait, puis après on remontait jusqu'aux montagnes qui étaient au-dessus de Nérévu. Ça veut dire que les gens qui arrivaient en haut, on avait juste le chronométrage qui pouvait tourner parce qu'il y avait des batteries, et les gens devaient redescendre à pied. Un sac poubelle dessus, puis ils redescendaient à pied. Ça ressemblait à Cabanambert, quoi. Tu faisais ça. Donc ça, on a pu corriger parce qu'on avait déjà plus ou moins préparé le parcours, on savait où mettre, on savait que les conditions, ça faisait une semaine qui ne faisaient pas terrible, donc on était prêt à changer. Mais si on avait eu la course le dimanche matin, on aurait été coincé, quoi, à peu près, dans un lacet. Si on se projette sur cette édition 2026, Jérôme, est-ce que l'obligation d'avoir un parcours de rechange ou de secours, elle existe toujours? Ou finalement on croise les doigts et puis on se dit que tout va bien se passer? Bon, on dit que tout va bien se passer, hein, parce que là, moi je suis dans le présent, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je suis dans le présent pendant le futur, donc du coup, là, je sais pas. Le parcours, il n'y en a pas de rechange là cette année. Bon, après, en soi, peut-être que par rapport aux parcours initiaux, les zones exposées sont quand même moindres. Donc, s'il faut dévier une partie du parcours, je pense que ça, on arrivera à faire. Mais effectivement, peut-être par rapport à avant, où il y avait des rochers, en fonction d'où vous passiez. L'arrivée qu'on a fait quand on avait dû changer, là, ce que je viens d'expliquer, ce ne serait plus possible pour la seule et bonne raison que le chronométreur n'a pas de batterie. Tu m'avais parlé de 2 anecdotes. Donc, la deuxième, c'est quoi? Alors, une année, la course est partie. Il faisait beau, relativement bon. Et tout d'un coup, au sommet, il y a eu un orage de grêle, comme on n'a jamais vu. La température est descendue presque à 0. Il grêlait à l'horizontale. Plus aucun téléphone passait. Les cabines ne montaient plus. On a pu atteindre, à plan français, pour dire bloquer la course. On a bloqué la course là-bas, mais les 2/3 étaient déjà passés. Et ceux qui se arrêtent à plan français nous posaient des questions, parce qu'en bas, il y a presque le soleil. Et en haut, ils sont arrivés. Dans les premiers, il y en a un, il a fait, je ne sais pas, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure avec les secouristes qui le mettaient avec des couvertures et tout, parce qu'il est froid. Et on a eu énormément de chance, parce qu'il y en a aussi un qui venait mal. Il s'est assis à une vingtaine de mètres du sentier. Personne ne le voyait. Donc, il y en a 2 qui l'ont vu, ils l'ont tiré en haut. Mais s'il était resté, ça a été dangereux. Et d'ailleurs, il y a eu la même chose 3 semaines ou 1 mois après en Autriche. Bon, ils arrivaient à 3000 mètres au lieu de 2000. Il y a eu 2 morts. Donc là, c'était vraiment... Puis après, ça s'est calmé. Puis il a fait tout de suite bon. Mais c'était un moment, l'arrivée s'envolait, tout partait. C'était assez stressant, je dois dire. Et ça, c'est les conditions qui peuvent encore arriver maintenant. Je me rappelle avoir couru la course une année, alors il faisait pas mauvais, mais c'est vrai qu'à 2000 mètres,
le secteur est extrêmement exposé, donc la météo peut changer rapidement. Et on a tout de suite moins envie de rester en haut quand il fait pas beau. Et tout le monde qui s'agglutine en même temps, c'est pas idéal. C'est un point de vigilance qu'on a effectivement sur les éditions courantes et les prochaines, c'est qu'il faut qu'on ait ce qu'il faut pour rhabiller les gens, même les couvrir avec des couvertures de sûreté une fois arrivés là-haut, et pousser les gens à redescendre rapidement, parce que mine de rien, le chiffre, c'est à peu près pour faire redescendre 800 coureurs avec la télécabine plus le funiculaire, c'est à peu près 2 heures, quoi. Donc la file d'attente, elle peut être longue pour ceux qui sont en haut, quoi. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel on doit être très vigilant, effectivement. Puis maintenant, ça va vite. Cap maintenant sur la 50e édition qui aura lieu, alors nous serons à la 47e cette année, donc de 50 en 2029, donc 50e édition en 2029, c'est loin mais c'est très proche, et pour être, pas dans le secret des dieux, mais je fais partie du comité, donc je sais qu'il y a un certain nombre de discussions, en tout cas déjà dans un premier temps sur ce qui concerne l'avenir de la course, mais est-ce que peut-être pour la 50e édition, Patrice, t'as peut-être des infos, ou Jérôme, vous avez peut-être des infos, des pistes qui sont évoquées ? On a des idées, pour l'instant je les note sur un petit bout de papier ou sur un ordinateur, mais on est vraiment sur la phase, on va dire, d'études de faisabilité. On va pas plus loin que ça, parce que des idées, on en a, des sollicitations, on en a, et je pense qu'on va en avoir. Pour l'instant, je peux rien dire de toute façon. Puis 2029, c'est encore loin. Mais effectivement, il faudra bien sûr faire en sorte que l'édition, la 50e édition, elle soit mémorable. Donc il faudra qu'on trouve quelque chose qui soit à la hauteur, justement, de cette édition-là, quoi. Et finalement... Alors, on a l'histoire de la course, et puis, entre guillemets, toi et moi, Jérôme, on est un peu les novices de la course. Donc, c'est sûr que par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, j'imagine que le fait d'avoir aussi des membres du comité qui sont là depuis le début, il y a un devoir, entre guillemets, de mémoire envers les plus expérimentés que les jeunes doivent avoir. Mais c'est sûr que là, je pose la question à Monsieur Expérience. De quel œil est-ce que tu vois, justement, l'apport de nouvelles idées ou la modification du tracé ou la modification de la structure de la course à l'avenir, toi? Je pense que le tracé a été modifié 3-4 fois. Moi, je l'ai modifié 2 ou 3 fois quand j'étais. Donc, si quelqu'un allait le changer, si ça apporte quelque chose, je trouve que c'est très bien. Et avoir des nouvelles idées, c'est ce qu'il faut. Il faut aller de l'avant. Et on peut qu'applaudir. Et puis, si on n'est pas tout à fait d'accord, on se remet à la tête. N'est-ce pas les autres, mais c'est très bien d'avoir quelqu'un qui vient d'ailleurs et puis qui voit autrement. C'est ce qu'il faut. Parce que ce qu'on voit, ce qui se passe autour de nous, alors il y a des grands groupes qui achètent des courses, donc forcément l'organisation de courses se professionnalise. Donc si on veut exister maintenant, on se rend compte qu'il y a même des courses régionales qui s'associent à des marques pour déjà forcément mettre en avant les marques, mais également obtenir davantage de moyens. Est-ce que toi, c'est le genre d'évolution que tu penses qui est réaliste pour la course, ou finalement ça va rester Nérivu-Molaison, à Molaison, et puis finalement c'est un peu une course qui va rester en vase clos, et puis on va conserver et maintenir la tradition? Le gros problème, c'est si on peut faire quelque chose de plus grand, c'est très bien, mais après il faut trouver des collaborateurs, il faut trouver, il y a tout ce qu'il y a autour. On a un petit village, on est 300, ceux qui sont là, ça fait un moment, il faudra les changer aussi. C'est le problème, c'est pas autre chose. Que ça soit fait autrement, qu'il y ait tout d'un coup une course qui soit plus grande, tant mieux. Et puis s'il y a un grand sponsor, qu'on n'a plus besoin de courir après 50 sponsors, et puis qui prend tout dessus, signer tout de suite, avec les 2 mains en tout cas. Ouais, ça je pense que c'est un peu le côté facile. Mais je pensais peut-être aussi en toile de fond, le parcours au sommet du Molaison qui est magique. Franchement, c'est une carte de visite qui est extraordinaire. Les gens, ils adorent. Justement, alors, après le défi de la Combe, ils lèvent la tête et puis se rendent compte qu'ils sont dans un décor de dingue. Mais c'est sûr que, comme tu le disais avant, c'est également un facteur limitant. On est aussi obligé de restreindre la course, de la rendre un peu plus exclusive, de par la place qu'on a au sommet. Donc, il y a des gros chantiers qui vont s'ouvrir pour l'avenir, j'imagine. Mais le problème, c'est que le sommet nous fait connaître. Parce que Molaison est connu
en Suisse, partout, même à l'étranger. Si on fait Nérivu-Lessier, on est retourné Nérivu, peut-être que ce ne sera pas terrible. Non, effectivement. Alors, c'est pas ce que je voulais dire. Attention. Hein. Non, mais c'est bon, c'est parce qu'on a le sommet qui est connu. Et ça apporte. Oui. Et il y a une volonté, effectivement, de la société Molaison, d'ailleurs, ce que j'ai compris, tu me corrigeras si je me trompe, Jérôme, d'inscrire ce partenariat dans la durée parce qu'eux aussi, ils voient une forte plus-value à s'associer à cette course. Oui, effectivement, c'est vraiment un partenariat parce que on a le jour de la course et avant et après, on a vraiment besoin aussi de la station Molaison. On a pas mal de choses qui se mettent en place. On dépend d'eux aussi pour faire descendre nos coureurs. Donc oui, nous, on entretient de très bonnes relations avec la station Molaison. Eux, ils sont aussi très moteurs pour même proposer des idées. On est en relation constante avec eux. Donc oui, les relations sont très bonnes avec Molaison. Ouais. Avant, effectivement, de se projeter sur la prochaine édition, je profite encore de la mémoire de Patrice. Toi, de toutes les éditions, est-ce qu'il y a des vainqueurs qui t'ont marqué ? Alors, il y en a plusieurs, c'est clair. Je commencerai par Jairo Correa, qui est colombien, qui était champion du monde. C'est le premier champion du monde qu'on a eu qui est venu chez nous. Et d'ailleurs, quand il est venu, une année, il y a eu une anecdote. En même temps qu'il y avait la course, il y avait le Tour de France. Et à ce moment-là, les Colombiens étaient très bons dans le Tour de France. Et on a la radio colombienne qui nous a appelés pour pouvoir venir faire le commentaire de l'arrivée de Nérivu-Molaison, parce qu'ils étaient au Tour de France, puis ils avaient l'occasion de venir, c'était le jour de repos, je crois, un truc comme ça. Et puis ils sont venus, donc on a eu Nérivu-Molaison qui a été commenté en direct sur la radio colombienne. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de courses qui ont commenté jusque là-bas au fond. Ça, j'explique pas ce qu'il faut mettre comme applique en haut, qu'il faut tirer des lignes de téléphone ou autre, quoi. Mais c'était fantastique. Puis eux, ils mettent de l'ambiance, alors. Hein. Je sais pas de peine à quoi. C'était dans les années 2000 ou... Ouais, pas là autour. Non, moi j'étais pas... C'était avant 94, j'étais pas président. Avant, ouais, parce que les années 2000, ils étaient passés à Fribourg. Je me rappelle, je suis allé les voir. Oui, Quintana, mais Quintana, c'est même plus récent, donc je pensais pas. Non, c'était encore avant. Ouais. Oui, parce que moi j'ai pris en 94, donc c'était avant. Ouais. Correa était avant, champion du monde. Ok. Quelqu'un d'autre? Oui, on a par exemple Angela Mudge aussi, qui est anglaise, mais qui venait courir avec l'équipe d'Écosse, qui a aussi été championne du monde. À ce moment-là, elle avait aussi battu le record du parcours. L'équipe d'Écosse sont venus 2 fois. La première fois, ils étaient arrivés, on avait trouvé un appartement pour les mettre. Et quand ils sont arrivés, il pleuvait comme jamais, il a plu par chez nous. Puis il a plu pendant 4-5 jours. Alors ils ont dit, ouais, c'est la même chose chez nous, ici, pas de problème. Hein? Puis la deuxième fois qu'ils sont venus, alors on était en période aussi, on ne pouvait pas les loger à l'hôtel, on n'arrivait pas. Alors ils sont venus tous se loger chez moi, donc ma maison. J'avais 10 Écossais qui dormaient là, puis avec ma femme et mon fils, on était chez ma mère avec 3 bouts de moquette, enfin des matelas quand même par terre, plus ce qu'il fallait pour le bureau ou autre. Donc c'est des beaux souvenirs, ça. C'est extra. Et puis bien sûr, le suivant qu'on se rappelle, c'est Jonathan Wyatt, 6 fois champion du monde, 5 ou 6 fois, qui est venu chez nous 2 fois ou 3 fois. C'est vraiment quelque chose de fantastique, là. Et on a aussi eu un Roman Skalski, qui est venu très souvent, très bon coureur, tout le temps dans les 5-6e, mais seulement lui faisait partie d'un team, et il ramenait aussi souvent des très bons coureurs avec lui. Donc ça marque aussi. Il y avait aussi des très bonnes dames qui venaient ici. Et bien sûr, les derniers pour les Suisses, Maud Matisse, qui a le record du parcours, qui a aussi été championne du monde, et puis Rémi Bonnet, bien sûr, qui est ce genre de parcours, maintenant, je pense, imbattable, qui a le record du parcours qui l'a pulvérisé. Les coureurs amateurs, on a parlé des élites marquants, Jonathan Wyatt, Rémi Bonnet, Maud Matisse. Maintenant, pour les coureurs du dimanche, comme moi, les coureuses du dimanche également, qu'est-ce que tu leur dirais, toi, Jérôme, pour les inciter à s'inscrire à cette course ? Alors, sur une course comme Nérivu-Molaison, je pense qu'il y a toujours des choses à dire, hein, mais c'est vrai que regarde déjà le paysage,
Regarde ce sommet, la montagne qui est plantée en plein milieu du paysage, ben voilà, c'est là-bas que tu arrives. Je pense que ça parle de lui-même. Et puis pour ceux qui connaissent pas la région, qui sont débutants, je leur dis ben voilà, si tu es de nature un petit peu curieuse, que tu aimes justement la montagne, et surtout il faut avoir une petite touche de folie quand même, parce que c'est vrai que c'est une course qui fait mal, quoi, hein. À la fin, on est vraiment, je pense pas qu'il y en ait un seul qui soit à l'aise en terminant Sierzinal, Néry-Vue-Molaison. Mais une fois la ligne d'arrivée passée, on est tous très fiers. Donc si tu as ce petit grain de folie et que tu n'as pas peur de te faire mal, eh bien, viens te défier aux 800 autres coureurs sur Néry-Vue-Molaison. C'est une aventure et tu seras très fier de passer la ligne. Et j'ai cru comprendre d'ailleurs qu'en plus de ce défi personnel, on a la possibilité aussi d'avoir un classement sur le fameux défi de la Combe qui a été lancé il y a quelques années. Ouais, donc du coup, c'est quelque chose qui a été mis en place par le comité précédent et qu'on va renouveler cette année. L'objectif est de chronométrer la dernière partie de course. Donc c'est bien parce que justement, on demande aux gens de se dépasser encore plus que le reste de la course pour faire un chrono un petit peu isolé. Mais bien sûr, on leur demande de se dépasser sur la dernière partie, la partie où vraiment l'acide lactique est bien présent, la partie où les gens sont fatigués, où la pente est la plus raide, presque glissante, avec justement ce terrain à près de 35%. Mais pour aider à tout ça, il y a une ambiance de folie. Patrice, dans 5 ans, je te repasse le micro. Qu'est-ce qui n'aura pas changé sur la course Néry-Vue-Molaison ? Qu'est-ce qui n'aura pas changé? C'est dur à dire dans 5 ans. Ça peut beaucoup varier, mais je pense que, on va dire quoi, l'ambiance n'aura pas changé. Surtout ça, on peut espérer. Et puis toi, Jérôme ? Moi, je pense que ce qui n'aura pas changé et ce qui fait que les courses elles continuent à s'organiser, c'est la passion. Parce que pour faire 26 éditions, moi je suis bluffé de voir ça. Je suis arrivé tout à l'heure, je me suis dit, putain, je peux rencontrer celui-là qui a fait 20 éditions. Et quand il m'a annoncé que tu en as fait 26, je me dis, mais waouh, je suis vraiment très impressionné. Moi, je suis à ma première, je suis novice. Et j'espère en faire quelques-unes d'autres parce que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. C'est prenant, hein, parce qu'il faut rappeler que c'est effectivement un travail qui est bénévole, mais on le fait par passion. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour toucher un petit mot pour tous les bénévoles, hein, de toute l'organisation, parce que c'est près de 240 personnes qui sont mobilisées, hein, ou 220 personnes qui sont mobilisées entre les gens qui se rencontrent une fois par mois pour organiser la course pendant une année, ceux qui se rencontrent 2 fois par an, et puis ceux qui sont là dès le matin, le jour de la course, pour faire en sorte que tout se passe bien. Je pense qu'il y a 220 personnes qui sont mobilisées, et merci à eux, parce que sans eux, la course n'existerait pas, quoi. C'est clair, et puis on peut dire qu'on peut avoir confiance. Il manquerait quelqu'un à la tête le jour même, celui qui a son ravitaillement ou autre, il sait ce qu'il doit faire. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, Jérôme, t'inquiète, ce sujet-là t'occupe. Il y a quelqu'un qui sait, et ça se fera tout seul. J'ai dit merci. Au début, c'est clair que si tu te dis, tiens, il y a ça à faire, j'ai l'auto là, il y a ça, on monte là, on va passer où, on fait quoi. Je suis un peu comme ça en plus, moi, donc je suis moi j'étais la même chose. Hein. Il faut apprendre à lâcher un peu du lest. On sait que... Non, mais c'est vrai que ça c'est cool. Je suis arrivé la première édition à accueil des coureurs invités. Le type qui s'occupe des coureurs invités, qui leur fait leur dessert, il savait quoi faire. Je dis, nickel, continue. Moi je vais leur serrer la main, vous arrivez, salut, ça va, et puis gère. C'était bien. C'est vrai que c'est assez dingue de pouvoir compter sur des bénévoles qui, en plus, restent au même poste pendant plusieurs années, donc ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire, et puis ils sont contents d'être là, donc ça c'est vrai que c'est vraiment génial. Je réitère effectivement les remerciements aux bénévoles. Avant de vous laisser, je vais peut-être laisser le mot de la fin aux novices, au président, en premier. Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que c'est bien qu'on se soit rencontrés ce soir pour faire ce podcast qui permettra justement de parler de la course comme elle le mérite, parce que c'est une course qui a un nom, qui a une histoire, et vraiment moi je suis ravi, moi à titre personnel, d'avoir pu rencontrer Patrice, d'avoir pu entendre ses histoires, et je suis ravi aussi que tous les auditeurs qui vont écouter
cet enregistrement pour qu'on puisse découvrir justement ça, parce qu'il y a des jeunes, il y a des très jeunes, il y a des moins jeunes, et tout le monde sera, à mon avis, à l'écoute et jusqu'au bout, je pense. Le mot de la fin, Patrice. Moi, je suis content aussi de voir que les nouveaux qui arrivent, ils sont aussi enthousiastes que nous, on était. Et puis d'ailleurs, j'ai mis que ce que j'espérais, si on regarde dans 10 ans, c'est que Néry-Moison n'ait pas perdu son âme. Et pour moi, son âme, ça veut dire d'organiser sérieusement la course, mais avec beaucoup de plaisir. Et c'est ce qu'il faut. Magnifique. Merci 1000 fois, Jérôme. Merci 1000 fois, Patrice, d'être venu pour cet enregistrement. Je me réjouis de poursuivre l'organisation de cette course. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.